Je vais plutôt présenter un travail sur lequel on est assez dynamique là en ce moment. Ça dure depuis quelques années. Et ce travail est en collaboration avec le laboratoire solaire, on va dire, du CNRS. Donc c'est le laboratoire Promesse, qui est situé entre Perpignan et Odeillo. Odeillo, c'est là où sont situés le grand four solaire. Donc je vous conseille d'aller le voir parce que c'est quand même une installation assez incroyable. Donc on travaille avec eux depuis au moins 6 ou 7 ans sur cette thématique. Alors le pourquoi, c'est que le côté SEMTI à Orléans, c'est le côté matériaux, caractérisation des matériaux, et le côté promesse, c'est application au niveau du solaire. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on va travailler sur les déchets et pourquoi. Donc l'idée, c'était un peu de vous montrer un peu le cheminement entre de caractériser des déchets, parce qu'on a quand même un certain nombre, un certain tonnage, et puis aller vers les domaines de l'énergie, une énergie qui devrait être durable, écologique, etc. Donc pourquoi pas, au fait, essayer de les grouper toutes les deux, et vous allez voir que c'est possible. Côté SEMTI, puisque là on a dit quelques mots sur le laboratoire, donc le SEMTI, comme son nom l'indique et comme il a été expliqué tout à l'heure, c'est un laboratoire du CNRS à Orléans, conventionné avec l'université, qui travaille essentiellement sur les matériaux, mais dans des conditions extrêmes. Alors quand on dit conditions extrêmes, c'est soit conditions extrêmes d'utilisation à haute température, donc c'est le cas de certains métaux, certains sels fondus par exemple, soit des conditions extrêmes d'élaboration. Vous savez que le verre, pour obtenir le verre, on est obligé de passer par des températures relativement élevées pour fondre, et ensuite on refroidit. Donc on utilise le verre à la température de la pièce, mais avant il a fallu quand même certains traitements. C'est le cas aussi des céramiques, c'est le cas des métaux, c'est le cas de différents systèmes. Donc nous, notre domaine d'application, alors on est sur 2 sites, un site haute température, un site irradiation, c'est d'aller voir justement comment ces matériaux réagissent avec des sollicitations un peu particulières, soit de température, soit d'irradiation. Donc là, on essaye de reproduire en laboratoire les effets des irradiations, les défauts dans les matériaux, leur dureté, leur durée de vie aussi. Et donc là, c'est donc sur un site qui n'est pas visitable pour l'instant sans autorisation, mais je vous conseille de revenir un jour parce que c'est plutôt intéressant aussi. Et donc, côté matériaux, je vous ai énuméré quelques types de matériaux. Côté caractérisation, ce qui nous intéresse et ce qu'on va être capable de décrire, c'est la structure. Donc vous verrez ce qu'on entend par structure au niveau du laboratoire, les propriétés, les différents types d'élaboration qu'on peut proposer pour optimiser telle ou telle propriété, et les défauts dans ces matériaux, puisque souvent les défauts sont soit volontaires, soit involontaires, mais ont souvent une implication forte dans les propriétés de ces matériaux. Et puis les outils, alors ça, nous on est un labo de recherche assez bien équipé côté technique de spectroscopie, donc on balaye technique de RMN, de Raman, infrarouge, toutes les spectroscopies optiques. On a aussi l'avantage d'avoir ces techniques jusqu'à très très haute température, là c'est que chez nous, c'est unique au monde, donc on peut faire par exemple de la RMN jusqu'à 2500 degrés ou du Raman jusqu'à 3000, voilà. On a intérêt, même si on veut vraiment caractériser les matériaux à haute température, de développer des outils particuliers. Et puis les techniques plus standards, des analyses thermiques, mais à 2000 degrés. La diffraction des rayons X, j'ai vu qu'il y avait des visites de prévues sur le synchrotron à Soleil, ou au moins des interventions autour de l'utilisation de cet outil. Donc on a aussi pas mal de développement sur les synchrotrons. Des fours haute température, et puis des chauffages par laser CO2. Ça, c'est la spécificité du labo, puisque pour atteindre des températures aussi élevées sans trop de dommages avec l'environnement de l'échantillon, l'avantage c'est de pouvoir chauffer avec un laser. Donc c'est pas des lasers visibles, c'est des lasers de puissance qui nous permettent de chauffer des céramiques, des verres, des systèmes jusqu'à plus de 3000 degrés sans contact. Donc je reviendrai sur un petit exemple tout à l'heure. Et puis les techniques nucléaires dont j'ai parlé pour générer des défauts et regarder son état. Alors pour vous situer à peu près, le SEMTI, donc je pourrais dire, vous êtes ici, là, on est sur le campus de l'Université d'Orléans, et très proche d'ici, il y a un campus CNRS. Donc le labo est réparti sur les 2 extrêmes du campus, le site haute température et le site cyclotron. Donc là j'ai remis quelques mots-clés, mais je vais passer à la suite, en gros, pour redire un peu ce qu'on est capable de faire. Donc vous voyez que c'est pas très très loin. Donc je ne sais pas si ici il y a des gens qui vont visiter le SEMTI, mais n'hésitez pas, si un jour ça vous intéresse, de nous contacter. On peut ouvrir nos portes sans problème. Alors, juste pour vous dire à peu près, côté recherche, des types de verres qu'on regarde. On regarde des verres un peu standards, les verres à vitre, les verres de bouteille. On travaille beaucoup avec Saint-Gobain, Corning, etc. Mais on a aussi des développements un peu exceptionnels,
puisque là il s'agit d'études de vitrocéramique transparente. Alors souvent le verre est transparent, la céramique ne l'est pas, mais on peut arriver en jouant sur la taille des cristaux, sur le type de cristallisation qu'on va avoir et obtenir des céramiques transparentes avec un potentiel d'application assez incroyable dans le cas justement des vitrocéramiques transparentes. Et là c'est un travail qui est développé depuis très peu de temps et qui a de très très jolis résultats. Et ça, grâce à des méthodes d'élaboration qui ne sont pas très courantes, qui utilisent justement le laser CO2. Donc là, vous avez un schéma qui est peut-être un peu compliqué, mais bon, ce qui est important de voir, c'est qu'ici, il y a l'échantillon. Là, il y a 2 faisceaux laser qui sont un peu gros par rapport à la taille normale, puisqu'en gros, le faisceau laser fait 3 mm, donc il fait la taille de la bille. Et la bille est on va dire, en lévitation, elle est suspendue, on va dire, sur un jet de gaz. Donc il n'y a aucun contact. Elle est juste tenue par un jet de gaz. Et donc on vient chauffer avec un laser dessus, elle fond, elle se refroidit. Donc il n'y a pas de contact avec quoi que ce soit qui pourrait générer une cristallisation, solidification, collage, interaction. Donc là c'est une technique qui est plutôt agréable puisque justement avec ce genre de technique, on peut vitrifier des systèmes qui ne sont pas vitrifiables normalement en les passant à des températures aussi élevées que 2 à 3000 degrés. On coupe le laser, on refroidit. Voilà. Ça paraît très très simple comme ça l'est maintenant. Mais quelque part, ça correspond à... Bon, il y a une petite histoire derrière, mais ça marche plutôt bien. Donc ça évite les problèmes de corrosion, ça évite de fondre le conteneur avant de fondre l'échantillon. Enfin bon, il y a pas mal d'avantages. Et donc cette technologie, elle est après transférée dans tous les spectromètres qu'on utilise, que ce soit dans l'infrarouge, le Raman, la RMS, etc. Donc ça, c'est une application assez spécifique, un développement assez spécifique au SAMTI. Et donc, pour finir avec notre approche du verre, c'est que nous, le verre, on le voit à l'échelle centimétrique, donc c'est un système qui est homogène, souvent transparent, qui est isotrope, qui est quand même désordonné, ça on le sait, puisque en gros on va passer par le liquide, figer le liquide, on sait que le liquide c'est un petit peu désordonné, mais on sait aussi qu'à l'échelle plus microscopique, c'est un système qui est certes là et qui apparaît beaucoup plus hétérogène, mais qui a quand même un certain ordre. C'est-à-dire que si on regarde l'agencement des atomes, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'on retrouve, en gros, nous on appelle ça l'ordre local, c'est-à-dire que les atomes qu'on voit dans le système, comme le silicium ici, il est toujours entouré de 4 oxygènes et peut être connecté avec d'autres siliciums. Voilà, ça c'est notre façon de décrire le verre. Alors ça a quand même c'est quand même assez intéressant puisqu'on peut, au vu de ça, décrire toutes les propriétés du verre, la viscosité, la chimie, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir l'influence de tel ajout dans un verre, et regarder les différentes transformations qui peuvent apparaître, et puis essayer d'être en relation avec les applications industrielles pour comprendre en fait les propriétés recherchées ou les problèmes aussi, pourquoi il y a de temps en temps une cristallisation. On travaille pas mal sur les fibres optiques, le problème c'est de faire des fibres suffisamment longues pour qu'elles transmettent l'information. Voilà, ça c'est tout un panel d'activités, et justement, puisqu'on a un savoir-faire là, on peut s'attaquer à différents types de verres. Donc les verres qui nous intéressent ici, donc là c'est pour vous montrer un petit exemple, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, du type d'informations que l'on récupère et qu'on va essayer d'analyser pour comprendre le verre. Voilà, il y a aussi un type de verre assez intéressant qui est plutôt pas vraiment un verre de laboratoire puisqu'il s'agit des verres de déchets. Alors, je parle de verre, mais ça sera plutôt, on verra par la suite, on peut plutôt les appeler des vitrifiants parce que c'est pas hyper homogène. Mais bon, voilà, globalement, si je pose un peu l'action, on a pas mal de déchets, c'est-à-dire que ce soit des déchets ménagers, des déchets industriels, des déchets nucléaires aussi. Et donc l'idée de la vitrification, c'est pas le seul procédé qui est utilisé pour stabiliser ces déchets. C'est que l'avantage de la vitrification, c'est qu'on va chauffer tout ça jusqu'au liquide, on va homogénéiser, on va diminuer le volume quand on va faire fondre un peu ces déchets, et puis on va le couler. C'est-à-dire qu'une fois que le verre est suffisamment homogène et fondu, est vraiment fondu, le système fondu, on va le couler, et de fait on va perdre en volume, on va stabiliser les éléments dangereux, on fait en sorte que, normalement, s'il faut, soit c'est directement le déchet qui est fondu, soit on va y rajouter des petites choses, de la silice, de la chaux, etc., pour que le système soit bien homogène et que le verre soit solide, figé et stable. Après, il y a tout un travail de recherche pour en être sûr, parce que le verre, la preuve, c'est fragile, et donc il faut quand même être persuadé et être sûr et donner l'assurance que les éléments dangereux sont bien isolés à l'intérieur de la matrice. Donc là, j'ai mis 3 exemples. Donc là, vous avez
le traitement des déchets ménagers. Donc vous savez qu'on passe par l'incinérateur, où il y a tout un processus, jusqu'à avoir un résidu de fumée qui va devoir être, lui, soit stocké en décharge, on ne peut rien en faire, soit vitrifié, soit, souvent, il est aussi utilisé pour les ciments. Mais ça sera un autre domaine. À côté, je vais revenir plus là-dessus, c'est typiquement, on voit une image de coulée, donc c'est la coulée d'un verre, qui va ensuite être juste mis en décharge. C'est normalement le verre là, ici, vous verrez que c'est le verre de... Je vais pas non plus donner l'assassin tout de suite, mais c'est le verre d'amiante, et ensuite les verres nucléaires. Donc là, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque là, on doit rajouter du verre pour s'assurer que les éléments radioactifs restent bien à l'intérieur et n'évoluent pas. Donc là, c'est encore un autre domaine, mais on travaille aussi sur ce type de verre de déchets. Alors, juste en quelques chiffres, alors c'est pas complètement récent, puisque c'est des chiffres que j'ai trouvés pour 2009. Donc on a un certain tonnage de déchets, mais bon, c'est un peu normal. Maintenant, avec le système de tri et de collecte séparée, on voit on peut essayer de classer un peu le devenir de nos déchets. Donc il y a une partie qui est traitée, qui est valorisée pour le recyclage. Donc ça, on sait que tout ça, c'est en train d'évoluer. Il y a une partie qui va être utilisée pour le compost. Il y a une partie incinérée, et donc dans cette incinération, on va voir sur le petit schéma qui est en bas, on voit que donc là, ici, dès l'instant qu'on incinère, on va former ce qu'on appelle des mâches fermes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Là, souvent, c'est réutilisé au niveau des travaux publics, sur les routes. Au niveau des fumées, elles sont traitées. Il y a de la chaleur qu'on peut récupérer pour être récupérée pour le chauffage ou pour la production d'électricité. Mais il y a aussi des fumées, il y a aussi des résidus qui, eux, ne seront pas récupérés et qui, eux, vont être récupérés soit dans des centrales, soit dans des décharges, on va dire, soit dans des décharges. Voilà. Pour l'instant, on en est à peu près là. Donc l'idée, ça serait quand même, vous avez ici la photo, c'est à peu près l'aspect de ces cendres, de ces résidus. L'idée, c'est soit on va les stocker, à force, ça pose quelques soucis, le stockage, soit on va essayer de les stabiliser et de former des verres. Pourquoi pas? Donc ce qui est intéressant, c'est que le niveau du verre, c'est qu'on va diminuer largement le volume, mais on va aussi les stabiliser dans une matrice rigide, figée, vitreuse. Et puis il y a le cas de l'amiante. Alors je pense que là, je vous apprends rien en vous parlant un peu des problèmes qu'on a au niveau de l'amiante aujourd'hui. Alors l'amiante, c'est pas nouveau comme matériau, et puis c'est pas nouveau aussi la découverte de son côté dangereux. Ça date quand même de quelques années, puisque déjà les Grecs, il y a environ 2000 ans, savaient très bien que l'amiante était super. C'était extrait d'un minéral. C'était, par exemple, je vous ai mis deux exemples. Là, ici, vous avez deux minéraux qui sont, vous voyez ici, les côtés fibreux de ces minéraux. Et donc déjà à l'époque, on en faisait des étoffes. L'avantage, c'est pour ça le nom asbestos, l'avantage, c'est que ces étoffes-là, elles étaient vraiment parfaites. Elles ne craignaient pas le feu, elles étaient résistantes à pas mal d'attaques. Et l'avantage aussi, c'est qu'on pouvait les laver facilement, puisqu'on pouvait juste les mettre dans le feu, les laisser brûler, et on les récupérait, on avait une étoffe toute propre. C'était pratique. Sauf que déjà à l'époque, ils se rendaient bien compte quand même que c'était un petit peu désagréable, puisqu'ils perdaient leurs esclaves régulièrement, puisqu'ils étaient quand même malades. Donc il y avait déjà un constat qu'à l'époque, il y avait un problème pulmonaire lorsque les personnes manipulaient beaucoup trop ces étoffes. Mais qu'à cela ne tienne, c'était quand même le matériau le plus adapté pour travailler en zone, pour être résistant à la chaleur, pour pas mal d'applications en fait, avec tout ce qu'on a connu depuis le 19e, 20e siècle, où il y a eu, ne serait-ce que dans l'habitat, dans l'automobile, dans pas mal d'applications, l'amiante a été une révolution. Sauf que, petit à petit, avec le recul, ça devient vraiment trop... c'est un matériau qu'il faut vraiment éliminer. D'ailleurs, c'est interdit. Depuis 1996, je crois, en France, l'utilisation de l'amiante est interdite, que ce soit du flocage, la fibrociment, etc. Donc, opération de désamiantage. Qui dit opération de désamiantage dit déchets, et dit beaucoup de déchets. Donc, si on reprend un peu le même cheminement que tout à l'heure, il y a deux façons de faire. On désamiante, on stocke ça dans des énormes sacs et on met ça dans des centres de stockage, on ferme. Mais au bout d'un moment, il va y avoir aussi, c'est pas de dimension infinie. L'autre solution, c'est la vitrification. Donc je vais revenir dessus, mais il y a une société pour l'instant qui a trouvé un procédé assez simple, c'est la torche à plasma, et qui vitrifie les déchets d'amiante. Et donc ça permet de la même façon
d'obtenir des verres, d'anéantir le pouvoir dangereux de l'amiante qui est lié à ces petits fibres ici, qui disparaissent lorsqu'on les fout. Donc en gros, c'est à peu près le même type d'installation. Hein. Donc ils reçoivent les colis, ils les mettent à fondre. Donc là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a du ciment, il y a du carrelage, il y a tous les systèmes, tous les bouts de mur, on va dire les matériaux qui sont en contact avec l'amiante, tout ça, c'est concassé, fondu. Globalement, c'est à base de silice et de chaux, voilà, en moyenne, donc ça fond. Et donc on finit par obtenir un système qui est inerte, où il n'y a plus de fibres, donc on peut stocker à l'air. Voilà. Alors après, la question, c'est ok, mais c'est quoi le rapport avec le solaire? C'est que là, on fait une grande marche, là. Donc on était dans les déchets, dans les très goulayants, quoi, c'est des déchets d'amiante, et hop, on passe sur quelque chose de très beau, ciel bleu, c'est le solaire, donc c'est fantastique. Et parce qu'il y a quand même un lien, quand même. Donc là, le lien, en fait, c'est les gens de Promesse, Xavier Pic, je n'ai pas nommé là, mais qui est venu nous chercher, puisque lui, au niveau solaire, je vais décrire un peu, je vais revenir un peu sur le solaire. Il y a deux façons de voir solaire. Souvent, on entend le photovoltaïque, les panneaux, les maisons, l'habitat. Là, on est plus dans du solaire de centrale électrique, c'est-à-dire que là, on va être sur la production d'électricité. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une centrale électrosolaire, hein, c'est des surfaces assez gigantesques. Donc, il y a des miroirs, il y a le soleil, il y a un récepteur, et puis le soleil, de temps en temps, il n'y en a pas. Donc comment on fait pour récupérer de l'électricité sans coupure? Eh bien, il faut faire du stockage d'énergie. Alors, si je prends quelques jolies photos, j'ai fait une petite sélection parce que je l'ai trouvée quand même plutôt intéressante. Pour faire là, c'est ce qu'on appelle du stockage thermique. En fait, c'est le cas de centrales qui vont produire de l'électricité. Donc on n'est plus du tout dans les démarches pour l'habitat, pour les panneaux solaires qu'on va mettre sur vos toits, mais là c'est vraiment, essayons d'imaginer, est-ce que c'est possible de mettre de l'énergie, l'électricité tout solaire par exemple. Donc là c'est quelques types de centrales. Donc dans le solaire thermique, on a deux types on va dire de centrales. On a les cylindro-paraboliques. Alors en gros il nous faut un récepteur, un concentrateur, un récepteur et après tout un système pour récupérer cette énergie stockée, pour la conduire jusqu'à générer de la vapeur et alimenter des turbines. Donc soit on utilise des c'est une centrale cylindro-parabolique, donc en gros c'est des espèces de demi-tonneaux qui récupèrent le faisceau et qui viennent le concentrer sur un liquide, alors c'est souvent de l'huile, un liquide caloporteur qui va venir alimenter un système ici. Je le détaillerai un peu plus après. Soit des centrales à tours. Alors ça, si vous êtes allé voir Odeio, il y a une centrale à tours qui est très très célèbre. C'est la centrale de Thémis, puisque c'est la première. Donc qui a utilisé ce principe. Donc en fait, il y a tout un champ de panneaux solaires qui renvoie le soleil juste sur un récepteur qui est placé en haut de la tour ici. Et qui va être concentré là. Et donc après, avec des fluides caloporteurs, on va revenir dessus, va alimenter une turbine pour produire de l'électricité. Donc là, ici, j'ai donné deux exemples. Donc c'est un exemple assez récent. C'est une centrale en Espagne. Alors les indications qui sont marquées, là, vous voyez à peu près, là, il y a des 50 MW électriques. Là, vous voyez 7,7 heures. Ça, c'est ce qui est à peu près affiché comme heure de stockage. C'est-à-dire que le problème, là, comme je vais revenir dessus, c'est qu'effectivement, même en Espagne, il arrive qu'il fasse nuit. Et quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, il n'y a pas d'énergie solaire. Donc, il faut pallier à ce genre d'événement. Donc, il y a un système de stockage. Et là, déjà, on commence à voir des chiffres tels que 28 000 tonnes de nitrate. Donc, ça commence à être des systèmes qui sont un peu moins verts, on va dire, que l'énergie solaire, puisque vous êtes peut-être au courant d'utilisation des nitrates et puis de l'histoire qu'il y a derrière les nitrates. Donc il se peut aussi que là, on en soit en train de cumuler quelques effets un petit peu négatifs au solaire. Donc on va revenir après dessus. Si je reviens là par rapport à mon stockage thermique, en gros, voilà, le soleil c'est très bien, si ce n'est que c'est quand même une source d'énergie intermittente. Soit il fait jour, nuit, et puis ça va dépendre des saisons. Il y a aussi des problèmes de nuages. Nous, on ne connaît absolument pas ça ici. À Orléans, il n'y a jamais de nuages, bien connu. Mais même en Espagne, ça arrive. Donc ça veut dire que lorsqu'un nuage passe devant le soleil, eh bien, voilà, on n'a plus du tout la même énergie. On a aussi un souci, c'est que même avec une courbe d'ensoleillement très régulière et vraiment très bien, le problème, c'est que c'est rare qu'en fait, la courbe d'ensoleillement corresponde aux besoins en électricité. Souvent, on a besoin d'électricité quand il fait nuit. Bon.
peu pénible, mais c'est comme ça, il nous faut un peu de lumière. Donc voilà, on se retrouve avec soit des surproductions, soit un problème de stockage, etc. Donc il faut vraiment allier à cette technologie de miroir, de concentration, de réception, avec une technologie de stockage. Après, il y aura des technologies différentes selon qu'on est intéressé pour des stockages de protection, c'est-à-dire des passages de nuages très rapides, comme c'est exceptionnellement le cas ici par exemple, ou des stockages de production pour des durées assez longues qui correspondent à des périodes de nuit ou des périodes de forte demande. Donc ce qui existe pour l'instant, c'est le stockage dans des cuves à sel fondu. Donc là, ici, j'ai donné juste une idée d'un autre type de stockage, donc c'est sur de la vapeur, mais c'est pour des stockages très très courts, donc de quelques minutes. Par contre, là-haut, je reviens sur la centrale qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, c'est des stockages sur des cuves assez énormes, donc, puisqu'elles contiennent environ pas loin de 30 000 tonnes de sel. Ça, c'est du stockage thermique en chaleur sensible. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va utiliser une cuve où le sel sera plus chaud, l'autre sera plus froid, et en fait, cette chaleur, une fois que le sel va avoir chauffé, va se communiquer en fait, on va avoir un fluide, comme on dit caloporteur, qui va transmettre les calories jusqu'à notre système de turbine, etc. Sauf que, puisque ce phénomène est lié complètement à la masse, donc il faut en mettre beaucoup, si on veut vraiment stocker longtemps, donc on se retrouve avec des quantités assez gigantesques. Ça pose plein de questions et plein de problèmes surtout. Les nitrates, c'est pas inépuisable. En moyenne, on les récupère de mines, qui ne vont pas forcément avoir un volume inépuisable. Le solaire n'est pas la seule demande pour ces mines. Enfin, c'est un petit peu au courant que les nitrates, on les utilise dans l'agriculture aussi. Donc il y a un moment, il va se passer des choses. Si on développe beaucoup plus le solaire, il va y avoir un moment une confrontation entre les besoins et ça ne sera pas forcément très populaire. Et puis l'autre souci qui est quand même assez important, c'est que dans ces centrales, particulièrement dans les centrales cylindro-paraboliques, on utilise sur le champ solaire comme fluide caloporteur de l'huile solaire. Donc quand on mélange l'huile solaire sur le même site avec des sels fondus, on est un peu en train de mélanger comburant, combustible. Donc c'est pas forcément génial, et c'est surtout que c'est classifié Céveso. Donc ça, c'est des choses qu'on dit pas forcément quand on défend le solaire. Donc on essaye plutôt de pallier à ce genre de problème. Donc voilà, ça c'était le contexte que les gens du solaire ont amené. Voilà ce qui existe, ça se fait. On développe des centrales gigantesques avec un système de stockage par voie sel fondu, puisque pour l'instant, c'est le seul système qui existe. Donc pourquoi pas, mais l'idée, c'est quand même d'éviter. Donc l'idée de ce travail, en fait, c'est d'essayer de trouver autre chose. Donc là, un petit peu pour la petite visite, là, c'est la centrale Thémis. C'est la centrale qui a été développée en France, donc il y a quand même pas mal d'années, puisque ça date des années 80. C'était l'euphorie du solaire avant le pétrole, avant tous les problèmes d'économie qu'on a connus. Et au niveau d'Audelio, ils étaient vraiment, on va dire, porteurs de cette thématique et assez avant-gardistes quand même. Donc là, c'est un exemple de centrale à tour qui utilise aussi, puisque a priori avec ça, un mélange de nitrates, alors c'est des nitrates d'alcalin, avec des températures de stockage relativement basses, mais l'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'en jouant avec la composition, eh bien, on peut changer la température. Et puis une fois fondus, ils sont très stables. Donc on peut même garder une gamme de température assez intéressante. Donc là, ça c'était le principe Thémis, qui a été repris aujourd'hui en Espagne et même aux États-Unis. Ici, par exemple, à Andasol, donc ça c'est une centrale assez gigantesque, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Donc vous avez quelques images de la proportion de taille des cuves à sel fondu. Puis là, typiquement, voilà, juste le petit bug, un incendie qui se déclenche sur le champ solaire. Donc il faut espérer très fort que ce soit très très loin des cuves à nitrate. Donc voilà, ça c'était un peu le contexte qui peut poser question. Donc par contre, il y a aussi tout un discours aussi. Les nitrates, il faut bien les prélever. Donc ça veut dire aussi, lorsqu'on qualifie une industrie de ce type, je ne suis pas forcément pro-nucléaire. Je ne suis pas en train de détruire le solaire, mais voilà, il faut aussi voir un peu les différentes facettes. C'est que pour extraire ces nitrates, il y a aussi un bilan carbone, il y a aussi un bilan énergétique. Donc ça veut dire le solaire, c'est très bien, mais il faut aussi considérer tout ce qui doit être amené pour que la centrale fonctionne. Donc, encore un autre exemple. Donc là, c'est une autre centrale à tour, beaucoup plus récente, mais qui utilise exactement le même principe que la centrale Thémis. Et donc avec une surface assez impressionnante.
et qui a priori peut fonctionner 24 heures par jour, avec des quantités conséquentes de sel fondu. Mais on peut très bien voir ici, là par exemple, la température elle commence à remonter. On est déjà à plus de 500 degrés. Alors il y a aussi pas mal de gens qui ont commencé à réfléchir sur une manière d'éviter ces sels fondus, alors notamment en Allemagne. En Allemagne, l'idée, chaleur sensible, là on est sur des liquides, on peut imaginer des solides. On peut imaginer par exemple des bétons qui résistent à haute température, qui vont être en gros le récepteur thermique qui va garder la chaleur. Dedans on va instrumenter, on va y mettre des tubes dans lesquels on va faire passer de la vapeur d'eau ou de l'air qui va récupérer les calories. Seulement le problème du béton, c'est qu'au premier chauffage, eh bien, le béton, il se fend ou il explose même. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, dedans, il y a toujours un petit peu d'eau. Et le fait, ce qu'on lui demande au matériau génial qu'on va trouver, c'est de supporter des cycles thermiques. C'est-à-dire chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Et là, pour l'instant, bon, il travaille beaucoup dessus. Pour l'instant, il y a eu quelques dégâts, puisque le béton, c'est quand même des masses assez gigantesques. Et il suffisait qu'il y ait une ou deux petites poches d'eau qui restaient. Le simple fait de chauffer à autour de 500 degrés, en fait, on générait des fissures et le produit n'était plus utilisable. Ou avec des durées de vie très faibles par rapport à une durée de vie attendue pour une centrale. Parce que 10 ans, c'est rien. L'autre problème, c'est que pour que ce soit efficace, il fallait l'instrumenter, donc mettre toute cette tubulure en acier à l'intérieur. Et si le béton craque, ça veut dire que tout le système à l'intérieur est à jeter. Donc c'était pas hyper rentable, mais ça avance. En même temps, il y a beaucoup de recherches sur différents types de béton, donc on peut espérer qu'un jour ça pourrait être beaucoup plus efficace. Donc voilà, les questions, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver, je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme différents types de matériaux avec toute une liste, là voilà, on a fait notre liste au Père Noël. Voilà, nous ce qu'on a besoin, c'est quelque chose de pas cher, qui soit disponible industriellement parlant, c'est-à-dire on ne veut pas non plus aller épuiser une ressource naturelle, donc autant prendre quelque chose de disponible déjà, ou facilement disponible, avec un faible bilan énergétique et CO2, c'est-à-dire pas avoir aussi une espèce de fabrication coûteuse en énergie pour arriver avec un produit miracle très propre, mais qui aura lui de son côté avant, dans son histoire, généré beaucoup de CO2 par exemple. Une acceptabilité élevée aussi, c'est-à-dire que là aussi c'est une discussion toujours au bout du jour. Il faut que ce soit stable. Alors quand on dit stable, ça veut dire effectivement pas de transformation, pas de casse, mais nous on a mis la barre un peu haute puisqu'on voudrait qu'on puisse le chauffer jusqu'à 1000 degrés. Une durée de vie de l'ordre de grandeur de celle d'une centrale, quand même, ça serait pas mal. Et puis une capacité de stockage importante, fabrication facile, implantation facile, et puis bien sûr un transfert de chaleur qui pourrait être compatible avec tous les types de fluides, notamment les fluides, les huiles par exemple. Et donc l'idée, c'est qu'on a un gisement qui est plutôt intéressant, puisqu'on a quand même quelques millions de tonnes de déchets industriels, qui sont pas chers, puisqu'a priori on n'en fait plus rien. Et donc au lieu de les stocker dans des décharges avec des volumes de plus en plus importants, pourquoi pas les réutiliser. Donc là on est avec une idée qui serait plutôt intéressante. On a un déchet, il est inerté comme on dit, c'est-à-dire stabilisé, et avec ce déchet on va l'utiliser pour de l'énergie. Donc l'idée était quand même plutôt intéressante. Donc, puisque là on va revenir à l'amiante, en fait c'était le meilleur candidat puisque c'est vraiment le plus... Enfin pour nous c'était celui qui était le plus empoisonnant. En fait, l'amiante c'est vraiment... au niveau, on a vu qu'au niveau des déchets ménagers, il y a tout un processus qui fait qu'à différents moments on peut l'utiliser pour des revêtements routiers. On se retrouve avec nos volumes de cendres qui ont été aussi traités, mais c'est pas grave, on y reviendra aussi. Mais dans le cas de l'amiante, c'est quand même... Les volumes commencent à devenir conséquents, on est obligé de désamianter, donc on commence à avoir des stockages de plus en plus importants. Donc l'idée, c'est pourquoi pas valoriser ce déchet. Alors là, au niveau des chiffres, donc vous voyez que, au niveau de l'amiante, on a quand même à peu près quelques centaines de millions, on va dire 174 millions de tonnes d'amiante utilisées pendant le XXe siècle. C'est quand même pas mal comme gisement. Ça, c'est de l'amiante, c'est pas les déchets. En France, on produit au niveau des déchets, puisque là le désamiantage est lancé, on produit, on aurait une production d'environ 250 000 tonnes par an. Rien qu'au niveau du désamiantage et des capacités actuelles de désamiantage. Donc on voit qu'il y a déjà un potentiel non négligeable. Si on reprend le côté vitrification, en gros les propriétaires, puisque souvent c'est les propriétaires du déchet qui doivent gérer leurs déchets,
ils ont deux solutions. Soit ils font les amiantages et ils les mettent en décharge, donc ça leur coûte entre 150 et 750 euros la tonne, mais par contre, le déchet leur appartient toujours, puisque le déchet est toujours un déchet. Il est juste enfoui, on ne le voit pas, c'est très bien, mais il est toujours un déchet. Donc si jamais il y a un souci ou si on arrive à trouver un système de retraitement, il le reprend et il se débrouille pour le faire retraiter. Et l'autre solution, ça serait vraiment de le faire traiter définitivement. Ça coûte plus cher, c'est sûr, puisque ça coûte environ 1200 euros la tonne. C'est plus cher, mais par contre, il se débarrasse de son déchet. Et ça, c'est le procédé qui est utilisé avec la Kinertam. C'est une filiale d'Europlasma qui utilise, comme son nom l'indique, le système de torche à plasma et qui a, entre autres, une activité forte sur la vitrification des déchets d'amiante. Donc là, vous avez quelques photos. Donc là-haut, c'est les sacs, les fameux gros ballots d'amiante qui sont fermés, stockés. Ensuite, on les fond dans un système à haute température, puisque la fusion de l'amiante, c'est autour de 1400 degrés. Donc vous voyez là-haut les deux photos. À gauche, c'est l'amiante, une microscopie de l'amiante, et à droite, vous avez après fusion. Alors, il faut savoir, donc on va revenir un peu dessus, l'amiante, sa composition, c'est un silicate. Donc c'est un silicate de chaux et de calcium, enfin un silicate de calcium. Donc quelque part, une fois qu'on a évacué ce problème de danger de fibre, on a un silicate. Donc on a une roche, pas naturelle, mais une roche qui est du même type que les basaltes qu'on trouve dans la nature. Sauf que celle-ci, effectivement, elle n'a peut-être pas exactement la même origine, mais au bout du compte, on se retrouve avec une roche qui est inerte, qui n'a absolument pas d'éléments dangereux et qui n'a plus de fibres surtout. Donc voilà, le but de cette entreprise, c'était d'inerter ce côté dangereux, donc de faire fondre cette amiante, d'obtenir quelque chose de totalement inerte, on sait contrôler, même si on le sait par rapport au procédé. Et voilà, donc ils coulent le verre, ils le font couler dans ce qu'on appelle des lingotières, donc ces grosses bacs là, des gros bacs ici, puis ils font refroidir et ils le mettent dans un champ. Et puis de temps en temps, ils concassent tout ça et puis ils le mettent sur les routes. Voilà. Donc en gros, c'est le déchet, c'est considéré comme un revêtement routier, donc il n'y a plus du tout de risque. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on peut effectivement complètement anéantir le côté danger de l'amiante et produire un système qui est un silicate de calcium. Un silicate de chaux, quoi. Donc l'idée, c'est aussi drôlement intéressant, puisque si on regarde le coût de ce matériau, a priori c'est le propriétaire qui a payé le traitement, donc ce qu'on récupère dans le champ, il est plus cher. Donc en gros, l'idée, c'est un peu rapide, c'est pas forcément si simple que ça, mais si on achète le cophalite, ça c'est, j'ai oublié de le dire, le cophalite c'est le nom que l'industriel a donné au verre d'amiante, si on l'achète, ça sera autour de 8 euros la tonne. C'est pas très cher, ça peut se concevoir au niveau d'une utilisation ultérieure. Alors voilà, si je revois le côté procédé, donc collecte de déchets, fusion, coulée, cophalite. Pour l'instant, c'est pas très compliqué, un peu énergétique quand même au niveau de la torche à plasma, parce qu'il faut quand même chauffer jusqu'à 1400, mais on est en train de réfléchir à coupler ça avec du chauffage par le soleil aussi. Et donc côté, ici, vous avez la coulée dans le lingot, la lingotière, le refroidissement, et après, on démoule la lingotière et on obtient des espèces de gros morceaux. Il y en a des bouts là, voilà, comme vous avez ici. Et donc ce qui est aussi assez intéressant, important à comprendre aussi, c'est que l'industriel, lui, il veut simplement quelque chose de solidifié et il le met dans son champ, et la forme du cophalite, ça l'intéresse pas trop. Sauf que nous, si on veut l'avoir stable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit cristallisé. Parce que si on utilise un verre, comme vous avez ici, ou quelque chose moitié verre, moitié cristallisé, dès qu'on va le chauffer, il va y avoir des choses et il risque de casser. Donc nous, notre question, c'était comment faire pour gérer. Donc là, ils ne gèrent rien du tout. Ils ont un container en métal. Donc on peut imaginer, là ici, ça sera le plus froid, puisque c'est ce qui est en contact avec l'air. Donc lorsque le cophalite est coulé, en fait, les parois sont plus froides. Donc sur les parois, le cophalite vitrifie, et plus on va à l'intérieur, plus on a quelque chose de cristallisé. Donc on voit déjà que ce n'est pas très très homogène. Donc là, en gros, ici vous avez une coupe de ce morceau-là, et vous voyez bien que plus on va du centre vers l'extérieur, et on change d'aspect. C'est le même matériau, mais il est cristallisé et vitrifié. Donc c'est une vitrocéramique, peut-être moins jolie que ce que je vous ai montré au début, mais on peut en faire des choses bien. Et là, là on voit, c'était une modélisation en fait des gradients thermiques. Donc le tour,
est froid, le milieu est chaud, donc il n'y a pas. D'un côté, c'est très vite refroidi, donc on forme un verre, et de l'autre côté, c'est refroidi plus lentement, c'est cristallisé. Donc c'était pas un matériau hyper homogène par rapport à une application de type de stockage. Donc on s'est creusé la tête, et donc les différents problèmes qu'on a dans ce genre on va pas dire de récupération, mais d'utilisation d'un matériau industriel ou issu de ce type de traitement, c'est que c'est pas homogène du tout non plus au niveau de l'origine. C'est-à-dire ce qu'on sait aussi, c'est que voilà le tas là, le tas où on a été chercher des échantillons. Donc il faut savoir que ils reçoivent des camions entiers de l'eau de déchets qui viennent soit de Jussieu, soit d'une cantine je sais pas où, soit d'une usine. Donc c'est accroché à du fibrociment, accroché à du plâtre. Il y a des systèmes où il y a beaucoup de chrome. Alors ça explique le verre d'un des morceaux que j'ai ramené. Voilà, on a des origines de déchets qui sont assez nombreuses, donc c'est très difficile de se dire, voilà, je veux faire quelque chose, j'ai besoin de je sais pas combien de tonnes de matériaux. Si d'un moment à l'autre, d'une semaine à l'autre, je ne vais pas avoir la même origine, donc pas le même matériau, que faire? Donc on a fait une étude en échantillonnant à différentes périodes, à différents endroits du tas, là, et puis de l'histoire. Donc l'industriel nous a donné quelques échantillons. Nous, on ne sait pas du tout, on ne connaît pas l'origine, et donc on a analysé. Et globalement, on a une composition moyenne, alors il y en a des petites fluctuations bien sûr, donc qui est un silicate de chaux avec de l'alumine, un peu de magnésium et un peu de fer et quelques impuretés. Mais ça, c'est pas très grave. Ça. On a des impuretés qui viennent de l'origine des déchets, donc c'est pas très très grave. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a appris, parce qu'à force de poser des questions, c'est que ça, c'est effectivement globalement la composition du déchet d'amiante, mais que l'industriel va de temps en temps rajouter un peu de silice ou rajouter un peu de chaux pour que ça coule mieux ou pour que ça coule moins bien, enfin bref. Donc à la fin, on était un petit peu inquiet par rapport à la composition, mais globalement, alors ça tient pas du miracle, c'est un peu normal quand même, globalement on se retrouve avec des compositions de type basalte. Donc on est en train de manipuler en fait des compositions qu'on connaît, dont on connaît un peu le comportement, on va dire, en température, si ce n'est que là on n'est pas forcément dans une phase très pure, mais on sait comment gérer, donc c'était plutôt positif. Donc nous, notre démarche au niveau du labo, puisque nous, il nous faut quelque chose de très bien cristallisé, il fallait convaincre l'industriel qu'il y a deux façons d'obtenir quelque chose de bien cristallisé. Soit on fait comme ils font, on laisse refroidir, mais après on recuit. Donc ça veut dire au niveau de l'industriel, oui d'accord, mais ça veut dire qu'on réchauffe. Donc ça veut dire qu'on remanipule la matière et on redépense de l'électricité, on va dire. Ou alors on gère le refroidissement. Ça veut dire qu'au lieu de mettre ça comme ça dans un système qui est juste à l'air, eh bien on va faire un système de moule avec un rechauffage. Enfin, il y avait tout un système qui finalement marche, donc c'est très bien. Ça, c'est le côté une étude en laboratoire pour essayer de voir comment faire pour que le système recristallise très bien. Ensuite, on va utiliser tous les outils qu'on a au laboratoire pour suivre tout ça en température, puisque normalement, ce matériau, il devra subir pas mal de traitements un peu sauvages, température élevée, température ambiante, etc. Donc on a mis en œuvre tout un panel de techniques, depuis la microscopie, l'analyse thermique, la diffraction et les spectroscopies, pour essayer de le caractériser sous toutes les coutures. Et puis voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut tenir compte de la variation de composition des déchets. On a vu que c'était à peu près correct, donc nous du coup, on a synthétisé un cophalite modèle, qu'on a fait au laboratoire, mais sur lequel on peut rajouter des choses, on sait de quoi on part, donc du coup on peut contrôler sa composition et voir l'effet de plus de chaux, moins de silice, etc. Donc ça a été en gros notre activité labo pour donner en gros la fiche de ce matériau et dire oui, a priori c'est un bon candidat. Bon alors là un petit peu de résultats très simples, c'est une analyse thermique du matériau. Donc typiquement on a pris un morceau de ce que vous voyez là, on l'a chauffé, alors ici vous avez une transition vitreuse parce qu'il y a quand même du verre. Par rapport à ce que je dis, là, nous on a choisi les plus jolis, les plus transparents, enfin bon, malheureusement ils ne sont pas complètement vitreux, mais ça ne se voit pas. Mais par contre, quand on chauffe, on le voit là. On a une transition vitreuse et ensuite on passe sur une phase cristallisée. Si on refroidit, il ne se passe rien. Si on réchauffe, il ne se passe rien. Si on refroidit, il ne se passe rien. En fait, une fois qu'on a chauffé, que le système est bien cristallisé, il ne se passe rien au niveau en température. Donc on commence à être assez content puisque le matériau se comporte vraiment plutôt bien par rapport à ce qu'on recherchait. Là, on va suivre sa structure puisque tous les minéraux ont des structures un peu particulières, mais là, voilà, on est dans notre verre au départ, on voit déjà que c'est pas complètement vitreux puisqu'il y a des petits pics de diffraction.
Et là, là, on a fait une étude de diffraction des rayons X en température. C'est-à-dire on a chauffé jusqu'à 1000 degrés. On voit les petits pics apparaître qui correspondent à des phases. C'est écrit en petit, mais donc on a de la wollastonite, de l'ogite et de la carmanite, entre autres. Bon, c'est pas très grave. En gros, ça veut dire que dès l'instant qu'on chauffe, on cristallise. Et si on regarde bien, si on refroidit à 500, à 35, on réchauffe encore à 1000 et qu'on refroidit, en fait, on garde exactement la même diffraction, donc les mêmes phases, donc il ne se passe rien. Donc là, c'était encore assez intéressant, puisque voilà, donc c'est à peu près ce qu'on cherchait. Côté cyclage thermique, on ne l'a pas fait chez nous, parce qu'il faut quand même avoir des fours assez... on aurait pu le faire avec le laser, mais finalement, ils avaient un super laser Odeyo, puisqu'ils avaient le soleil, puis chez eux, il fait quand même très beau. Donc ils peuvent utiliser l'énergie solaire quand ils veulent, à peu près. Donc en gros, là, vous avez l'expérience de cyclage thermique en labo à Odeyo. Donc là, bon, le dessin est peut-être un peu particulier, mais c'est le labo qui est tout à l'étage. Donc là, vous avez une parabole. Ici, vous avez le schéma ici. Donc le soleil vient taper sur un miroir qui est renvoyé sur cette parabole et qui va concentrer les rayons du soleil sur l'échantillon à chauffer. Donc là, vous avez les petits volets. Donc c'est simplement pour... parce que c'est pas comme un thermostat 12, le soleil. C'est qu'il tape, ou il tape pas. Mais là, il y a quand même un système avec des volets qui permettent de limiter un peu l'ensoleillement pour peut-être gérer un peu mieux la température. Sinon, l'échantillon, il est fondu immédiatement. Donc là, ils arrivent à peu près à caler la température à 1000. Et là, ce que vous voyez, c'est en fonction de l'ouverture des volets. Ils chauffent, ils refroidissent, ils chauffent, ils refroidissent. Là, j'ai mis un exemple de cycle très rapide puisque l'échantillon peut passer de 500 degrés à 1000 et réciproquement à revenir à 500 degrés en l'espace de moins d'une minute, enfin en quelques secondes même. On a fait des essais avec des durées plus longues, parce que ça fait vraiment beaucoup de nuages quand même. Et le matériau tient. On a tout essayé, mais le matériau n'a pas cassé. Donc on a instrumenté... alors là, c'était un carottage qui avait été fait dans un morceau. Et donc on a mis des thermocoupes partout pour voir s'il y avait une bonne conduction, etc. Mais bon, il n'a pas cassé. Donc on est obligé de dire que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est encore la photo de la parabole. Côté démarche, donc voilà, il y a l'industriel, il nous fabrique notre matériau, on lui dit que c'est pas hyper homogène, donc là on est en train de lui proposer des choses. De notre côté, on fait la même chose, on n'a pas de l'amiante chez nous. On n'a pas récupéré, on n'a pas vraiment le droit, on n'a pas récupéré un sac rempli de déchets d'amiante. On a récupéré un matériau comme ça qu'on a refondu chez nous et qu'on a essayé de reproduire comme un matériau modèle. Et donc en parallèle, on essaye d'expliquer comment essayer d'éviter justement cette cristallisation, la taille des cristallites, les défauts. Donc là, on travaille directement avec l'industriel et le labo de solaire qui lui est en train de construire le prototype pour la centrale. Donc voilà, ça c'est l'autre échelle de taille, on va dire, puisque nous on travaille quand même sur des tout petits creusets. Là, c'est au niveau solaire, donc ils ont essayé de faire, en couplage avec toute cette démarche, d'essayer de faire directement des pièces. C'est-à-dire, plutôt que de couler le déchet dans un bac et puis après de le travailler, ils ont commencé à travailler sur des moules à base de sable, donc ce que vous voyez ici, les 2 carrés là, pour essayer de faire des pièces pour du stockage, là, des pièces avec en plus des géométries assez compliquées. Mais finalement, ça se fait très bien. C'est-à-dire que le cophalite est directement coulé dans des moules avec cette forme-là, et on peut arriver à faire des pièces avec des formes assez complexes, qui sont des pièces nécessaires, enfin des géométries beaucoup plus efficaces pour le stockage. Donc du coup, c'est quand même plutôt positif. Et là, ici, vous avez la même version, mais au niveau de l'industriel, qui a fini par accepter de mettre en place des moules pour essayer de faire des plaques de ce type-là et avoir directement le déchet, la coulée, dans un moule qui va fabriquer la pièce pour le stockage thermique. Donc là, juste pour en rajouter un petit peu, pour voir que c'est quand même pas si mal comme matériau, juste là, dans ce tableau-là, on compare les chiffres, on va dire, pour les différents candidats au stockage. Alors il y a les sels fondus au milieu, donc avec c'était les meilleurs quand même jusque-là, avec des valeurs de CP, des prix... pas forcément fantastique, mais si on compare tout ce qui est plutôt autour des silicates, côté béton et cophalite, ou les céramiques haute température très très chères, puisqu'on voit ici, si on compare les prix, là on est plutôt à quelques milliers d'euros la tonne par rapport au prix théorique de non-utilisation du cophalite de 8 euros.
On voit aussi qu'au niveau des grandeurs, on est très très proche, puisque c'est un silicate de chaux. Donc on commence à être très très proche des céramiques réfractaires ou des céramiques haute température qu'on connaît. Donc il commence à être vraiment plutôt intéressant. Alors le 8 tonnes, le 8 euros la tonne, alors ça pose question, puisque nous on était parti sur un chiffrage de ce type-là, mais l'industriel maintenant qui voit que son déchet va servir, ça m'étonnerait qu'il laisse à 8 tonnes. Donc ça a été des évolutions de discussion, on a vu comment effectivement le chiffrage d'un matériau utile peut monter, donc on est plus vers les 100 euros maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je pense qu'il y a un calcul après qui est en train de se faire, puisque si effectivement on peut récupérer des déchets pour l'énergie, alors là c'est génial. Alors bien sûr on ne va pas s'arrêter là, puisque j'ai donné des chiffres tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça comme déchet, il n'y a pas que l'amiante. On est quand même... je pense qu'il y a de bonnes ressources, on va dire. Donc là, on est en train de travailler côté centrale à charbon, qui génère aussi un petit peu de cendres, donc, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et là, c'est pas que chez nous, je pense qu'au niveau Europe, pas mal de pays en fait, se retrouvent avec, on va dire, des tas de cendres. Donc on va essayer de faire quelque chose, et a priori, ça fonctionne aussi très bien. L'avantage aussi, c'est que, c'est un avantage, parce que c'est quand même un déchet qui est beaucoup moins facile à manipuler que les verres d'amiante, c'est qu'il y a beaucoup de magnétite, beaucoup de déchets de fer, et ça booste la conductivité thermique. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un système qui est encore optimisé, donc pourquoi pas. Donc là, on se retrouve avec un déchet encore meilleur, c'est quand même assez fou. Mais bon, on a aussi les laitiers aussi, sidérurgiques, où là, on se retrouve avec beaucoup de matériaux. Il y a déjà un effort de fait dans ce type d'industrie sur le recyclage de leurs laitiers, mais là du coup on pourrait même récupérer une partie des laitiers qui sont des aluminosilicates et en faire exactement la même utilisation. Donc voilà, petit à petit on est en train d'augmenter le gisement de déchets avec quelques chiffres intéressants, puisqu'on voit que par an, si on regarde au niveau européen, alors là c'est tout ce qui est charbon, c'est pas uniquement en France, on a regardé ça au niveau européen, on a quand même des ressources qui sont non négligeables et qui pourrait tout à fait être mis en avant pour l'utilisation dans le solaire. Donc là, j'ai mis les déchets amiantés, les cendres volantes, les cendres de charbon et puis les laitiers. Donc là, au niveau déchets industriels, il y a peut-être un potentiel plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus que les déchets, finalement, on peut en faire quelque chose de bien pour l'énergie. Donc c'est un peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos déchets, on sait les traiter, on sait les mettre en forme directement et les utiliser dans l'énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le petit plus, là, puisque c'est le bug, on va dire, au niveau de l'amiante, c'est que ça coûte cher pour fondre. Puisque ça coûte cher, puisque prendre un procédé et chauffer à 1400 degrés, c'est un peu cher, ça demande beaucoup de consommation, beaucoup d'énergie. Donc l'idée, là, c'est d'utiliser aussi le chauffage solaire pour fondre. Donc soit être en parallèle avec un traitement de choc, puisqu'au départ, il y a quand même du déchet... qui est un peu il y a quand même un gros bazar dans les sacs là, donc pour fondre, je suis pas sûre que notre solaire il soit aussi efficace, donc pourquoi pas imaginer un chauffage hybride couplant le solaire avec une autre forme de chauffage, donc pour diminuer la facture énergétique. Donc là, ça serait fantastique, puisqu'en gros, le chauffage de déchets, ça on est en train de rêver, mais ça commence à avoir du succès, serait sur le site de la centrale. Donc il y aurait un système, une boucle quoi. Donc là, ce projet a eu un prix. Donc ça sera mal, le prix de l'ADEME, le prix Polytech, c'était il y a 2 ans. Et on continue, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et là, c'était la petite image. C'est que, donc là, je vous avais ici justement les échantillons que j'ai amenés, qui ressemblent à du verre, quand même, c'est noir. Alors il y a du verre parce que là, il y a un verre vert qui était a priori issu de déchets riche en chrome. Donc il y avait, en fonction de l'origine de ce déchet-là, on va avoir des couleurs plutôt sympathiques. Il y en a où ça ressemble à une pierre ponce parce qu'il y avait beaucoup de plastique. Donc quand le système a fondu, le plastique, ils n'ont peut-être pas fondu très bien, donc ça fait en fait des petites bulles et du coup on se retrouve avec des formes complètement différentes. Mais le noir là a intéressé des designers. Bon, l'usine a tout intérêt aussi à valoriser tous ces déchets et du coup est très, très friand de ce genre d'application. Et comme c'est un matériau qu'on a montré bon conducteur thermique ou inversement c'était un réfractaire où on pouvait en faire ce qu'on voulait en gros, du coup voilà ce qu'ils proposent, c'est d'utiliser ce verre de déchets d'amiante
pour en faire un objet de décoration. C'est pas mal aussi, quoi. Donc voilà où on en est avec ce matériau magique, le cophalite. Et puis je vais m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, on a encore un petit quart d'heure, donc je vous laisse. Le gaz de lévitation, alors on peut mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire que pour l'instant on peut utiliser de l'air, on fait attention à ne pas brûler s'il y a trop d'oxygène, mais on utilise de l'argon, on utilise de l'azote, on utilise les gaz qu'on veut. Le fait de changer de gaz, ça va bah si, en fait on choisit le gaz en fonction du matériau, parce qu'il peut interagir directement avec l'échantillon. Donc c'est pour ça, l'avantage c'est qu'on peut choisir si on a une atmosphère réductrice, oxydante, si on a... Le but c'est justement de pouvoir contrôler cette interaction-là. Mais oui, on peut choisir le gaz qu'on veut. Ouais. C'est du verre c'est ce que j'ai décrit, c'est du cophalite. Donc c'est du verre de déchets d'amiante. Mais là où il y a alors je triche. Ça c'est pas du déchet d'amiante, ça se voit pas. Je sais pas un petit peu encore. C'est du déchet de réfium, c'est les centres d'incinération d'ordures ménagères. Résidus, d'épuration, des fumées. Voilà, enfin bref quoi. Donc c'est des ordures ménagères, donc c'est la même chose, hein, mais c'est un verre. Alors celui-là datait d'une quinzaine d'années où le tri n'était pas encore complètement opérationnel. Aujourd'hui, les verres, on a besoin du plasmalique, c'est le terme, des termes toujours intéressants. Et il est plus transparent. Et voilà, ça c'est un verre de déchet qui n'est absolument pas dangereux, on descendra pas de main. Et ça, c'est un verre de cophalite. Donc celui-là, il est très coupant parce que c'est vraiment un morceau que j'ai pris sur le site. Et donc, il y a différentes couleurs. Et ce que je disais, c'est que les couleurs dépendent du type de déchets qu'on a produit. Parce que les déchets, je ne sais pas si vous avez vu des images de désamiantage, c'est assez redoutable puisqu'ils enlèvent des morceaux de plâtre, des morceaux de béton. Et là, d'après les gens, ça devrait être, enfin, il doit y avoir c'est pas des salles de bain forcément, mais il doit y avoir du chrome quelque part. Et du coup, on pense à retrouver avec des verres avec des couleurs comme ça. Là, il y a un centre, mais c'est la même composition. Et là, c'est comme une pierre ponce, donc qui est lié plutôt à des. Disons, il y avait beaucoup de plastique, enfin, plastique, c'est pas du plastique simple, mais globalement, une fois que le système est fondu, on se retrouve avec un village. Ils n'attendent pas forcément que tout soit complètement bien fondu, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de fibres. Donc, il y a plus de fibres. Donc, c'est contrôlé, hein. Il y a des prélèvements, pour être sûr que le système est suffisamment homogène. Lorsqu'ils jettent des déchets, il y a aussi un programme pour contrôler qu'il ne reste plus rien. Ouais, c'est assez sérieux. En fait, il faut s'imaginer des cuves remplis d'amiante fondu, c'est ça? Alors, on les voit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai été visiter l'usine de A à Z. J'ai pas eu le droit à aller voir dans le camion quand même. Donc, en fait, les camions arrivent, ils sont complètement étanches. Ils sont les sacs, une espèce de gros sacs fermés, sont stockés dans un hangar. Et donc, petit à petit, ils en prennent un lot qu'ils mettent dans un préfour, on va dire, et ils chauffent tout ça. Donc, en fait, le problème, c'est le stockage. C'est que là, l'avantage, c'est que le stockage se fait, donc là, ils ont construit une torche, je crois, donc c'est la capacité de fusion. Donc, si ça a beaucoup de succès, il va falloir que ça grandisse, ils ne sont pas trop contre, ils sont dedans même. Et c'est beaucoup plus. Enfin, de voir ce type de site où on voit qu'effectivement, on a les étapes de la fusion, pour moi, ça me rassure plus que d'imaginer un stockage à l'air, par exemple. Parce qu'il y a eu des discussions, souvent les discussions, c'est il suffit d'enfouir dans le sol et de toute façon les fibres, donc on ne sait pas ce qu'il y a de bien dans cette décharge. C'est-à-dire que même si c'est enfoui dans une décharge, les fibres sont toujours là. Alors que là, quel que soit ce qu'on a fait, en fait, les fibres ont disparu, donc on se retrouve avec un panneau. Mais sinon, dans une centrale solaire, il faudrait imaginer l'amiante fondue à la place des sels fondus, c'est ça? Non, ça sera ça. J'ai pas compris. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le stockage thermique, la chaleur sensible, on peut utiliser soit des liquides, comme les sels fondus, les nitrates fondus, qui sont liquides sur une gamme de température et qui vont servir à capter la chaleur ou l'envoyer. Là, c'est du solide. C'est-à-dire que justement, non, parce que là, ça serait trop dangereux, on ne pourrait pas. Parce que là, ce matériau-là est fondu à 1400 degrés. Donc c'est trop économiquement, ça ne tiendrait pas la route. Donc non, on récupère ce matériau-là qu'on essaye d'avoir totalement cristallisé. Et une fois qu'il est totalement cristallisé, on peut en faire ce qu'on veut.
On peut lui donner n'importe quelle forme, donc on peut carotter un morceau, le couper, pas celui-là. Et voilà, non, c'est différent. Là, on va utiliser les propriétés thermiques du solide pour capter l'énergie et en faisant passer un fluide caloporteur, en fait, on va récupérer les calories pour après alimenter les turbines et tout ça. Donc justement, on ne veut plus de liquide. Et est-ce que cette phase de récupération de chaleur a déjà été testée? Oui. En fait, l'avantage de tennis, c'est pour ça que je faisais beaucoup de cubes, c'est qu'elle est aussi, elle est avec le laboratoire Promesse, donc ils ont déjà fait un prototype avec ce matériau-là qui tourne, parce que c'était l'objet d'une thèse qui s'est soutenue il y a pas longtemps. Et donc en gros, ils ont fabriqué, ils ont toutes les étapes du système solaire, donc et là on fait passer de l'air, c'est de l'air. Donc on n'utilise plus les sels. Mais par rapport à l'évolution, en fait, en fonction du type de stockage, là par exemple, on démarre un projet européen avec les pays de la Méditerranée, donc Maroc, Tunisie, Égypte, et l'Espagne, et la France, etc. Et donc pour travailler là, au Maroc, en fait, c'est pas un problème les déchets. Enfin, il y a des déchets, mais ils n'en sont pas au stade de vitrifier. Par contre, eux, ils seraient plus pour un système de stockage utilisant des roches naturelles. Alors, c'est comme les coupés russes. Ce sujet-là, c'est fantastique. Une fois qu'on a commencé à aller, il y a plein d'ouvertures. Donc, les roches naturelles, ok, je ne suis pas géologue, mais les roches naturelles, il y a beaucoup de quartz, il y a du silex. On a un projet aussi avec des archéologues qui travaillent sur le silex. Et quand ils ont vu cette application, ils ont dit, nous, c'est exactement ce qu'on veut savoir. Parce que les silex, il y a des silex qui ont été traités thermiquement pour être plus solides, pour les travailler plus facilement. Et du coup, la question, ils nous ont renvoyé la question, c'est que nous, on a besoin de savoir si ces matériaux, quelles propriétés ils ont, et réciproquement, donc là, voilà, on est parti d'un côté sur les déchets et les basaltes industriels, on va dire, et de l'autre côté sur les roches naturelles. Ce phénomène d'inertie et de récupération de chaleur ne peut s'envisager que pour des aspects grande échelle ou à la limite ça serait concevable à une échelle individuelle de maison? A priori, c'est déjà un peu développé sur les cailloux, justement. Alors, c'est pour des pays où il n'y a pas besoin de gros chauffage. Il y a déjà des amas, en fait. Soit il y a du sable, l'écologie a pas de sable, ou des cailloux qui sont regroupés avec des amas où l'air passe. Donc, ça existe déjà. Après, il y a des applications à différents niveaux, ça dépend vraiment des gammes de température. Il y a aussi du refroidissement. Il y a utilisé aussi les échanges de chaleur pour faire plutôt des frigos solaires. Oui, est-ce qu'au niveau individuel comme au niveau industriel, en fait, sur une centrale solaire, on utilise forcément une chaleur sensible? Non, pas forcément. Nous, on s'est ciblé là parce que justement, c'est la technologie qui est la plus utilisée dans les centrales. Pour nous, on peut utiliser les chaleurs latentes, mais c'est beaucoup plus délicat parce que là, on va utiliser des transformations du matériau. Donc là, il faut gérer ces transformations-là avec les modifications de volume, etc. Mais ça existe aussi, il n'y a pas de souci. Nous, on s'est plutôt ciblé sur les chaleurs sensibles. L'idée, c'était de trouver une masse thermique, en simplifiant un peu, qui puisse emmagasiner beaucoup de chaleur et la retransmettre sans trop de problèmes. Là, ça sera sans problème du tout. Dernière question, un verre, les verres c'est quasiment à vie. Donc l'échelle de 30 ans, à la limite, elle peut pousser. Là, c'est pas un verre, on va dire c'est une céramique. Mais oui, c'est comme le basalte, en fait, il est même largement plus ancien que les 30 ans. Donc l'idée, c'était ça. Au début, le cahier des charges, c'était pour répondre au développement en béton, qui a priori avait des céramiques industrielles. Là, l'avantage, c'est qu'une fois que le matériau est stabilisé, il n'y a aucune raison de disparaître, à moins d'aller faire passer un fluide acide ou je sais pas, un truc. Je reviens juste sur la conductivité thermique. J'avais oublié de relever la valeur de la conductivité thermique parce que ça refroidit relativement vite par rapport. Alors, c'est pas un verre, justement. D'accord, c'est pas un verre. Et donc la conductivité, elle peut être boostée aussi. Tout à l'heure, j'ai passé très vite sur les impuretés et sur la quantité de fer. Donc il y a beaucoup, en fait, ce matériau-là, nous on a fait un matériau modèle qui était tout à fait propre, on va dire, très simple, parce que le but pour essayer de comprendre, c'est de compliquer de plus en plus. Donc
Donc la conductivité thermique, c'est un des volets de l'étude aussi pour la booster, parce qu'elle n'est pas, c'est pas la meilleure quoi, au départ. Donc on essaye de booster par la présence, par le fer, qui existe. Alors, il y a du fer, parce que des fois on a retrouvé dans des lingots comme ça des morceaux de fer. Ouais, on est d'accord, il y a du fer. Mais par exemple, de voir comment il pourrait être dispersé, est-ce qu'on peut rajouter du graphite ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est le deuxième volet. C'est comment faire pour que la conductivité soit beaucoup plus, soit au maximum. Donc on fait, en gros, on avait différents volets pour montrer que c'était vraiment le matériau qu'il nous fallait. Et là, maintenant, on va essayer de le rendre encore meilleur. Alors après, l'idée aussi, c'est pour ne rien rajouter, c'est de mélanger les déchets. Par exemple, on a vu que dans le cadre des centrales à charbon ou dans les métiers, on se retrouve parfois avec des déchets très riches en fer et qui, eux, ont des conductivités qui, il n'y a pas que le fer qui joue. Il y a la structure, il y a la géométrie, il y a la taille des particules, mais pourquoi pas après faire des montages un peu différents pour booster tout ça. Là, ça serait une autre raison. Et donc dans la centrale solaire, il y aurait un gros bloc de cristal d'amiante en fait. Il sera mis en forme, comme j'ai mis là, les formes. En fait, l'avantage c'est qu'il faut qu'il puisse stocker, mais il faut qu'il puisse Oui, c'est ça. Et soit après, des tubes. Voilà, soit l'usine en faisant traverser des tubes, et donc le fluide, ça peut être un liquide, on a parlé d'huile, le sel, on va éviter, mais pourquoi pas. Soit c'est du gaz, c'est de l'air. Soit on lui donne des formes encore plus particulières pour favoriser les échanges et du coup l'air va allécher en fait toutes les parois et il y aura, c'est ce que j'ai montré, c'est la géométrie. Le bloc là en gros lui il est bloc, quoi. En gros c'est qu'on va juste, si on touche le bloc une fois qu'il aura bien chauffé, on va voir que c'est chaud, mais pour transférer la chaleur il faut l'instrumenter, c'est sûr. Voilà. Dans le four solaire, la fusion se fait aller à niveau. Ouais, on peut, mais on peut aussi. Il ne peut pas y avoir des fils qui s'échappent. Alors, non. C'est que là, pour l'instant, la fusion de l'amiante n'est pas faite au four solaire. Elle est faite dans une enceinte fermée, dans l'usine torche à placement. L'idée, c'est de faire. En fait, là, les tests qu'ils ont fait sur le flux solaire, là, dans le labo, ils ont mis le tube à l'air, ils ont tapé dessus, ils ont chauffé fort quand même, et ensuite, ils ont construit une enceinte pour qu'il soit fermé. C'est-à-dire qu'il y avait juste un passage pour le faisceau solaire, pour voir les effets de gradient, pour mesurer la conductivité, puisqu'après, pour pas que ce soit confiné, par exemple. Donc, il y a plusieurs essais. Mais s'ils utilisent le chauffage solaire, en fait, c'est comme nous pour le laser. On peut très bien imaginer chauffer une paroi qui, elle, va chauffer. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mise à l'air des déchets d'amiante, c'est possible. Hein. Nous, on fait aussi alors, c'est pas les mêmes gammes de température, mais nous, en fait, on remplace le soleil par un laser, à peu près les mêmes techniques, et on chauffe un échantillon qui est contenu dans un creuset, qui est dans une matière, c'est une céramique, qui absorbe très bien le rayonnement et qui va retransmettre la chaleur à l'échantillon. Donc on peut chauffer un échantillon dans une enceinte fermée, même avec un rayonnement type laser au soleil. Ça sera, là il y a une démarche industrielle, mais dans le principe, pourquoi pas. Une question? On va encore tenter une question. Timing parfait, moins tard. Merci beaucoup d'être venus, merci à tous d'être présents, merci.